Sous le volcan Songandi, une masse de 500 millions de carats se révèle et l'équilibre vacille d'un seul coup. En quelques jours, la promesse d'une prospérité fulgurante se heurte aux avertissements sur la malédiction des ressources, comme si le même chiffre portait deux futurs incompatibles. Pour ceux qui regardent le Burkina Faso et pour Ibrahim Traoré lui-même, que vaut une décision si elle peut ouvrir l'école, l'hôpital, la route, mais aussi déplacer les rapports de force plus vite que les institutions? Une décennie entière peut basculer dès maintenant d'un côté ou de l'autre. Cette séquence ne promet ni miracle immédiat, ni récit héroïque, mais une lecture claire des enjeux réels posés par Songandi. L'objectif est simple: comprendre comment une découverte minérale peut devenir soit un levier de transformation durable, soit un facteur d'instabilité supplémentaire dans un pays déjà éprouvé. Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse largement la valeur brute des diamants. Il touche à la capacité de l'État à décider dans le temps long, à résister aux pressions extérieures et à répondre à des attentes sociales accumulées depuis des décennies. Le bénéfice potentiel est concret. Ressources publiques accrues, marge nouvelle pour l'éducation, la santé et les infrastructures. Mais ce bénéfice n'existe que s'il est encadré. Sans règles, sans transparence et sans adhésion collective, la promesse peut se retourner contre ceux qu'elle prétend servir. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré devient centrale, non comme symbole, mais comme point de décision institutionnelle. La question n'est donc pas quoi exploiter, mais comment et à quel rythme, dans un contexte où chaque choix engage l'avenir commun. Les premières estimations ont confirmé un chiffre qui change l'échelle. Plus de 500 millions de carats détectés sous Songandi, un volume inédit pour le Burkina Faso. En quelques heures, cette donnée brute a déplacé le pays d'une position extractive marginale vers celle d'acteur potentiel majeur du diamant mondial. Cette mini-révélation agit comme un choc silencieux. Avant même toute annonce publique, elle circule dans des cercles techniques restreints, puis remonte vers les institutions centrales. Les géologues, burkinabés et étrangers, croisent les relevés satellitaires et confirment que le signal n'est ni une anomalie ni une surestimation optimiste. La masse cristalline s'étend sur plusieurs kilomètres, ce qui suffit à reconfigurer les projections économiques nationales. Une seule donnée devient alors structurante: la richesse potentielle dépasse tout ce que le pays a connu jusqu'ici. Dans ce contexte, la réaction institutionnelle prend une valeur stratégique. Là où d'autres précédents africains ont montré une précipitation immédiate vers les contrats, Ibrahim Traoré ordonne une séquence inverse. Création d'une commission nationale, phase d'analyse croisée, gel temporaire des négociations directes. Ce choix ne supprime pas la pression, mais il la ralentit. Il absorbe le premier choc, au moment précis où les attentes populaires commencent à monter. Le cadre général reste cependant fragile. Le Burkina Faso sort de décennies de vulnérabilité économique et de crises récurrentes. Dans le Sahel, l'expérience montre que l'abondance soudaine peut amplifier les tensions sociales, attirer des influences extérieures difficiles à maîtriser et fragiliser des institutions déjà sollicitées. Songandi ne s'inscrit donc pas dans un vide, mais dans un terrain institutionnel sensible. Derrière le chiffre spectaculaire, une réalité s'impose. Cette découverte n'est pas seulement une promesse économique. Elle fonctionne déjà comme un stress test politique, révélant la capacité, ou non, de l'État à contenir une pression rapide, massive et multidimensionnelle. Sur le terrain, les effets de la découverte se manifestent avant même toute exploitation. Autour du volcan Songandi, des villages jusque-là périphériques deviennent soudain centraux dans le récit national. Des équipes administratives sont dépêchées pour sécuriser le périmètre, expliquer les premières mesures de protection et prévenir toute ruée informelle vers le site. Cette présence officielle, inhabituelle, dans des zones souvent éloignées des décisions, surprend autant qu'elle rassure. Un habitant parle d'une atmosphère suspendue, faite d'attentes prudentes et d'une impression nouvelle d'être prise en compte dès le départ. Ces premiers gestes ont un impact immédiat. Ils limitent les tensions locales, réduisent les rumeurs et installent un cadre minimal de confiance. Les autorités cherchent à éviter un scénario déjà observé ailleurs, où l'annonce d'une richesse soudaine déclenche migrations internes, conflits fonciers et spéculations anarchiques. Ici, la priorité est donnée à la stabilité sociale avant toute projection économique. Au niveau national, l'effet est tout aussi perceptible. L'annonce d'une transparence future, contrat publié, implication annoncée de la société civile, coordination avec des experts environnementaux, calme provisoirement les inquiétudes. Les débats existent, mais ils restent contenus dans des espaces institutionnels plutôt que dans la rue.
Cette phase initiale montre un point clé. La manière dont une découverte est gérée dans ses premières semaines peut peser autant que la richesse elle-même sur la trajectoire à venir. Le message implicite est clair. Avant de parler d'extraction, de revenus ou de partenariat, il s'agit d'éviter que l'espoir ne se transforme trop vite en fracture. La question centrale se resserre alors. La gestion initiale peut-elle orienter durablement l'issue d'une telle découverte? Tout commence au moment précis où les géologues présentent leurs conclusions devant la Commission nationale. Les signaux relevés sous Songandi ne sont ni des interférences ni des projections optimistes, mais l'indice direct d'un gisement massif. Cette confirmation marque le déclenchement. La nouvelle circule d'abord dans les cercles techniques, puis remonte rapidement vers les plus hautes sphères de l'État. À cet instant, l'échelle change. Le périmètre autour du volcan est sécurisé. Est sécurisé. Les activités informelles sont suspendues et des équipes mixtes composées d'ingénieurs burkinabés et de spécialistes étrangers sont mobilisés pour vérifier, comparer et consolider les relevés. En quelques heures, le rythme institutionnel du pays se contracte autour d'un seul impératif: comprendre l'ampleur réelle de ce qui vient d'être découvert. Vient ensuite la montée en tension. Lorsque les images satellitaires sont partagées avec les institutions scientifiques partenaires, le diagnostic devient irréversible. Les formations diamantifères observées sont comparables à certaines zones dominantes du marché mondial. Les consoles d'analyse convergent vers la même conclusion: le volume est exceptionnel. À partir de ce moment, la découverte cesse d'être un sujet technique pour devenir un fait politique. Les multinationales minières transmettent des offres préliminaires. Des ambassades sollicitent des briefings urgents. Les observateurs régionaux parlent déjà d'un point de bascule pour le Sahel. Les médias internationaux saturent l'espace d'analyse opposés, oscillant entre promesses d'Eldorado et risques d'instabilité annoncés. Au centre de cette effervescence se trouve Ibrahim Traoré. Sa réponse tranche avec les attentes extérieures. Il refuse toute négociation précipitée et renvoie systématiquement les propositions vers la Commission nationale. Chaque message diplomatique est traité avec distance, chaque offre est différée. Cette posture, perçue comme froide mais cohérente, rassure une partie de l'opinion publique qui y voit un signal de souveraineté. Elle irrite en revanche plusieurs acteurs étrangers, surpris de ne pas obtenir l'accès immédiat qu'ils anticipaient. Un bras de fer discret commence alors à se dessiner, fait de pressions feutrées, de propositions conditionnelles et de tentatives de contournement des canaux officiels. Les répercussions apparaissent dans les semaines qui suivent. À l'intérieur du pays, le débat se cristallise autour de la future redistribution des revenus. Certains redoutent une captation par les élites, d'autres craignent la marginalisation des communautés proches du volcan. Les organisations de la société civile réclament des garanties contre la corruption, les expropriations et les dégâts environnementaux. Dans les provinces du Sahel, la rumeur enfle. Qui profitera réellement de Songandi? Ces interrogations s'infiltrent dans les marchés, les cafés et les réunions locales, installant une tension diffuse mais persistante. À l'extérieur, les signaux deviennent plus contrastés. Les offres d'investissement se font plus attractives mais aussi plus intrusives. Les avertissements sur la pollution, la fragmentation sociale et les risques politiques se multiplient. Les analystes projettent déjà des trajectoires divergentes pour le Burkina Faso, selon que la gouvernance tiendra ou cédera sous la pression. Une conclusion provisoire s'impose alors. Songandi n'est pas seulement une richesse minérale, c'est un accélérateur politique capable de révéler, en un temps très court, la solidité réelle des choix institutionnels. Au départ, l'échelle paraît simple, puis l'écart devient vertigineux. 500 millions de carats estimés sous Songandi suffisent à déplacer le Burkina Faso d'une économie extractive marginale vers un statut d'acteur potentiel majeur du diamant. Ce delta n'est pas une extrapolation médiatique, mais le résultat de croisements techniques issus des relevés satellitaires et des premières modélisations géologiques. En pratique, un tel volume change immédiatement l'ordre des priorités nationales, car il crée une perspective de recettes publiques sans précédent. La donnée brute impose un nouveau rythme aux institutions, qu'elles le veuillent ou non. Un second indicateur prolonge ce choc par une projection financière. Les modèles comparatifs de l'industrie diamantifère évoquent une multiplication par 10 des recettes nationales en 5 ans si l'exploitation atteint un régime stabilisé. Cette estimation ne promet pas un afflux instantané, mais décrit une trajectoire possible, conditionnée par la gouvernance, la capacité administrative et le calendrier d'extraction.
Un tel écart budgétaire, s'il se matérialise, pourrait redéfinir les marges de manœuvre de l'État, de l'investissement public aux politiques sociales. Il crée aussi une tension immédiate. Plus l'écart projeté est élevé, plus la pression pour accélérer devient forte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Un troisième repère introduit une contrainte lourde et souvent reléguée au second plan dans les récits de prospérité. Les premières études environnementales estiment une réduction possible de 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive. Cette donnée ne relève pas d'un scénario alarmiste isolé. Elle s'appuie sur l'observation de sites comparables en Afrique de l'Ouest où la pression minière a entraîné une dégradation progressive mais rapide des écosystèmes. Une baisse de cet ordre affecterait directement l'agriculture, l'élevage et l'accès à l'eau autour du volcan, transformant un gain économique potentiel en coût social durable. Pris ensemble, ces trois chiffres structurent l'ensemble du débat national. L'abondance potentielle ouvre des perspectives de développement longtemps hors d'atteinte. La projection financière nourrit des attentes immédiates dans une population confrontée à des besoins urgents. Le risque écologique rappelle que toute accélération comporte un prix, souvent payé par les territoires les plus exposés. C'est dans cet espace contraint que s'inscrit la posture méthodique d'Ibrahim Traoré. Les documents examinés par la Commission nationale insistent sur un point central. Sans contrôle strict, la valeur créée peut être captée rapidement par des acteurs extérieurs ou par des élites restreintes, laissant les coûts à la collectivité. Sur le terrain, ces chiffres deviennent des repères du quotidien. Dans les marchés et les réunions locales, on les commente comme des promesses ou des menaces. Certains y voient la possibilité d'un basculement historique vers des services publics enfin financés. D'autres y lisent le risque d'une répétition de scénarios déjà observés, où la richesse brute n'a pas empêché la corruption, la fragmentation sociale ou la dégradation environnementale. Cette polarisation ne traduit pas une incompréhension, mais une lucidité croissante. Les chiffres ne garantissent rien par eux-mêmes. Dans les cercles diplomatiques, les mêmes indicateurs jouent un rôle d'aimant. Ils justifient des propositions d'investissement assorties de clauses techniques, logistiques ou juridiques qui peuvent réduire la marge de décision nationale. Ils révèlent aussi l'intensité des rivalités autour du Sahel, où chaque avantage stratégique est immédiatement disputé. Ainsi, la preuve quantitative ne racontait pas seulement un gisement. Elle dessine déjà la carte des pressions qui s'exercent sur le pays. Deux positions structurent désormais le débat autour de Songandi, chacune appuyée sur des arguments solides et difficiles à écarter. La première plaide pour l'accélération. Ses défenseurs estiment que le Burkina Faso fait face à une fenêtre historique étroite. Selon eux, retarder l'exploitation reviendrait à perdre un avantage stratégique rare, dans un contexte régional instable où l'influence se joue aussi sur la capacité à mobiliser rapidement des ressources. Il souligne que les centaines de millions de carats détectés peuvent générer des emplois, moderniser les infrastructures et financer des politiques sociales longtemps sous-dotées. Dans cette lecture, la vitesse est un outil de souveraineté. Agir vite permettrait de fixer les règles du jeu avant que des acteurs extérieurs ne tentent d'imposer les leurs. La seconde position défend au contraire la prudence. Ses partisans rappellent que l'histoire africaine regorge d'exemples où une exploitation précipitée a produit des effets inverses à ceux espérés. Ils mettent en avant les risques de captation des revenus par des élites restreintes, de dégradation environnementale irréversible et de tensions sociales durables, notamment autour des terres et de l'eau. Le chiffre s'avançait sur la possible réduction de la biodiversité locale sert ici de signal d'alarme. Pour eux, ralentir n'est pas renoncer, mais créer les conditions minimales d'une gouvernance capable de transformer la richesse brute en bénéfices réels et équitables. Ces deux thèses possèdent une part de vérité. L'accélération peut générer des gains rapides et visibles, mais elle expose le pays à des engagements contractuels difficiles à renégocier. La prudence peut réduire les risques structurels, mais elle retarde des bénéfices attendus par une population confrontée à des besoins immédiats. La ligne de fracture n'oppose donc pas le progrès à l'immobilisme, mais deux manières de gérer l'incertitude. C'est dans cet espace étroit que s'inscrit la posture défendue par Ibrahim Traoré. La stratégie actuelle cherche à neutraliser les angles morts des deux camps, refuser la précipitation sans fermer la porte, structurer le cadre avant l'exploitation et maintenir une capacité d'ajustement dans le temps. La réfutation centrale qui en découle est simple. Accélérer sans contrôle multiplie les risques, mais ralentir sans perspective peut étouffer l'opportunité. La cohérence ne réside ni dans la vitesse seule,
ni dans l'attente pure, mais dans la capacité à articuler fermeté souveraine et ouverture sélective. Jusqu'ici, Songandi était perçu comme un gisement à gérer. Progressivement, il devient autre chose, un révélateur de cohésion nationale. Un signal discret remonte des premières consultations et des échanges institutionnels. Une majorité d'acteurs accepte l'idée d'un contrôle strict, à condition que les bénéfices futurs soient clairement redistribués et traçables. Ce basculement n'est ni spectaculaire ni officiel, mais il modifie en profondeur la dynamique du dossier. La richesse cesse d'être seulement économique, elle devient politique et sociale. Ce déplacement du centre de gravité renforce la légitimité de la ligne méthodique défendue par Ibrahim Traoré. Là où l'on redoutait une fracture rapide entre attente populaire et prudence institutionnelle, un espace intermédiaire se dessine. Les communautés proches du volcan perçoivent que leur voix est intégrée plus tôt que dans les précédents historiques. Cette perception reste fragile, mais elle agit comme un amortisseur, ralentissant la montée des tensions. Le point médian de cette séquence est donc clair. La ressource n'est plus l'enjeu principal. Le soutien populaire devient lui-même une ressource stratégique. Et cette transformation silencieuse change la question centrale. Il ne s'agit plus seulement de savoir comment exploiter son Gandhi, mais de déterminer si cette découverte peut servir de socle à une stabilité construite, plutôt qu'à une instabilité importée. Les effets potentiels de Sangandi se déclinent désormais de manière très concrète pour quatre groupes distincts, chacun exposé à des bénéfices possibles et à des risques spécifiques. Pour les populations, la perspective la plus visible concerne l'amélioration des services publics. Si la gouvernance reste transparente, les revenus issus du gisement pourraient financer des écoles, des centres de santé et des infrastructures longtemps sous-dotées. Dans les villages proches du volcan, l'espoir d'une correction des inégalités territoriales est palpable. Mais l'envers du décor est tout aussi clair. Une redistribution perçue comme injuste pourrait raviver frustration et tensions sociales, comme cela a été observé ailleurs dans le Sahel. Du côté du tissu entrepreneurial, l'exploitation de Songandi pourrait agir comme un catalyseur. Transport, logistique, construction et services spécialisés formeraient d'une chaîne de valeur capable d'intégrer des entreprises locales. Cette dynamique offrirait une occasion rare de renforcer le secteur privé national. Toutefois, sans règles strictes, le risque est élevé de voir les multinationales capter l'essentiel de la valeur ajoutée, reléguant les acteurs burkinabés à des rôles marginaux. C'est précisément ce scénario que la Commission nationale cherche à éviter, en insistant sur des clauses de souveraineté économique soutenues par Ibrahim Traoré. Les communautés locales et l'environnement constituent le troisième front. La possible réduction de 40% de la biodiversité locale dépasse le cadre écologique. Elle menace directement les moyens de subsistance agricole et pastoraux au Subasso, autour de Songandi, dans une région déjà fragilisée par les contraintes climatiques. Pollution de l'eau, dégradation des sols et pression foncière pourraient rapidement transformer un projet économique en source de conflits durables si les habitants estiment que leur territoire est en sacrifié. Les normes environnementales évoquées par les experts deviennent ici un facteur de stabilité sociale autant qu'un impératif écologique. Enfin, le niveau géopolitique régional amplifie toutes ces dynamiques. Un Burkina Faso renforcé par une ressource stratégique majeure gagnerait en poids dans le Sahel. De nouveaux partenariats émergeraient, mais aussi de nouvelles tentatives d'influence. Les, signes- les signaux diplomatiques montrent déjà une intensification des offres et des pressions. Si la gouvernance tient, le pays peut transformer Songandi en levier de stabilité régionale. Si elle échoue, l'instabilité interne pourrait déborder au-delà des frontières, affectant l'ensemble de l'équilibre régional. À travers ces quatre groupes, une constante apparaît. La richesse brute ne garantit rien. Ce sont les choix de gouvernance, incarnés aujourd'hui par la ligne méthodique d'Ibrahim Traoré, qui détermineront si Songandi devient un facteur de cohésion ou un multiplicateur de fragilité. À court et moyen terme, trois trajectoires plausibles se dessinent pour Songandi, chacune dépendant moins de la richesse elle-même que des choix politiques, techniques et sociaux qui l'encadreront. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles cartographient des chemins possibles et leurs conséquences. Une première trajectoire possible repose sur une ouverture contrôlée. L'État maintient un cadre transparent, signe des partenariats limités et impose des audits réguliers. Les investissements arrivent progressivement, sous conditions, et les premières recettes publiques commencent à apparaître. Les services essentiels bénéficient d'un réinvestissement ciblé, sans bouleversement immédiat.
La stabilité essaie de préserver, mais elle reste fragile. La réussite dépend de la capacité administrative à absorber la complexité juridique et technique d'un secteur à haute valeur. À la moindre faiblesse institutionnelle, les retards s'accumulent et la pression extérieure augmente. Une deuxième trajectoire, plus favorable, suppose une discipline collective rare. Les normes environnementales sont établies avant l'extraction. Les communautés locales participent réellement aux décisions. Et les entreprises acceptent des clauses strictes de souveraineté. Dans ce cadre, la redistribution devient visible dès les premières phases. Écoles, centres de santé et infrastructures gagnent en qualité. La confiance entre citoyens et institutions s'installe, renforçant la cohésion sociale. Le pays attire alors des partenariats durables sans perdre sa marge de manœuvre. La clé reste politique. Une seule dérive pourrait fissurer l'ensemble. Une troisième trajectoire, plus critique, émerge si la prudence se transforme en isolement. Une exploitation principalement nationale, sans capacité technique suffisante, ralentit le rythme et renchérit les coûts. Les revenus tardent à se matérialiser, alimentant la frustration dans une population qui attend des résultats concrets. Les partenaires étrangers, tenus à distance, accentuent la pression diplomatique ou réorientent leurs alliances. Les tensions locales montent, nourries par l'impression d'une opportunité historique mal convertie. Face à ces options, une recommandation de méthode s'impose. Évaluer chaque décision, non par son effet immédiat, mais par la manière dont elle élargit ou réduit l'éventail des choix futurs. Songandi n'exige pas seulement de choisir une voie, il impose de préserver la capacité d'ajuster la trajectoire si les conditions changent. Les répercussions de Songandi ne se mesurent pas uniquement dans décisions institutionnelles ou en équilibre macroéconomique. Elles touchent directement la vie quotidienne, et c'est souvent à ce niveau que se joue l'acceptation ou le rejet d'un tel projet. Trois angles permettent de saisir ce lien entre une découverte géologique et les trajectoires individuelles. Pour les familles, l'enjeu principal est celui de la crédibilité. Après des décennies marquées par des promesses non tenues, la perspective de ressources capables de financer durablement l'éducation, la santé ou l'accès à l'eau suscite un espoir prudent. Dans les villages comme dans les quartiers urbains, les discussions oscillent entre attente et scepticisme. Beaucoup savent que la distance entre une annonce nationale et une amélioration concrète du quotidien peut être immense. Mais la possibilité même d'un changement structurel modifie la manière dont l'avenir est envisagé. Pour les jeunes générations, majoritaires dans le pays, Songandi représente un horizon différent. Il ouvre l'idée de formation technique, de métiers qualifiés et d'opportunités entrepreneuriales liées à la logistique, à l'ingénierie ou au service. Cette projection est avant tout mentale. Elle permet d'imaginer un futur qui ne se limite pas à la survie ou à l'exil. Toutefois, cette ouverture dépend entièrement de la gouvernance. Sans transparence ni accès équitable, les promesses d'emploi risquent de se dissoudre rapidement. Enfin, pour le lien entre citoyens et l'État, la phase actuelle agit comme un test. Les consultations autour de Songandi ont créé chez certains habitants le sentiment inédit que leur voix compte dans une décision majeure. Si cette dynamique se confirme, elle peut renforcer la confiance civique. Si elle se rompt, la déception serait d'autant plus profonde. À ce niveau, la gestion de Songandi dépasse l'économie. Elle touche à la relation même entre pouvoir public et société. Transformer Songandi en levier durable plutôt qu'en fracture nationale exige une architecture de décision claire, progressive et mesurable. Cette feuille de route ne cherche pas la vitesse à tout prix, elle vise la cohérence dans la continuité de la méthode méthodique associée à Ibrahim Traoré. Pour commencer, il s'agit de consolider la Commission nationale. La Commission doit passer d'un rôle principalement consultatif à une fonction décisionnelle renforcée. L'intégration d'experts indépendants, de représentants des communautés locales et d'acteurs de la société civile accroît sa légitimité. Elle devient ainsi le filtre central entre pressions extérieures et intérêts publics. Ensuite, il s'agit de fixer un cadre environnemental contraignant avant l'extraction. Les risques identifiés, pollution, déforestation, perte de biodiversité, imposent des normes opposables, applicables à l'État comme aux entreprises. Définir ces règles en amont réduit les conflits futurs et protège des territoires déjà fragiles. Puis, il s'agit de sélectionner les partenaires, sous conditions strictes. Plutôt que refuser ou accepter en bloc, l'État peut retenir un nombre limité de partenaires respectant des clauses de souveraineté, publication des contrats, audits réguliers, transfert de compétences et obligation de contenu local. Cette sélection conditionnelle préserve la marge de décision nationale.
Après cela, il s'agit de planifier la redistribution de manière transparente. Une feuille de route publique doit préciser l'affectation des revenus. Éducation, santé, infrastructures et programmes locaux. Rendre ces choix lisibles réduit les rumeurs et ancre la confiance dans le temps. Enfin, il s'agit de maintenir des consultations régulières et évaluables. Un dialogue continu entre institutions, communautés et société civile permet d'ajuster les décisions et de mesurer les effets réels. La consultation devient un outil de stabilité, non un simple signal politique. À travers ces étapes, une idée s'impose. Sans cohérence ni mesure, aucune richesse ne devient durable. La réussite dépendra de la capacité à tenir ce cap dans la durée. Au début de cette séquence, un habitant des environs de Songandi parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le pays retenait son souffle. Ce motif revient aujourd'hui avec une signification plus profonde. L'attente n'est plus seulement liée à la découverte d'un gisement exceptionnel, mais à la capacité collective de transformer cette découverte en trajectoire maîtrisée. Songandi est devenu un miroir tendu à la nation, reflétant ses espoirs, ses fragilités et ses exigences de justice. Dans ce moment particulier, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un point de constance. Sa posture prudente, parfois perçue comme lente, redonne une valeur au temps long dans un contexte où la précipitation a souvent produit des impasses. Refuser l'urgence aveugle, écouter avant d'agir, structurer avant d'exploiter, ces choix réintroduisent une idée rarement centrale dans les récits de ressources naturelles, celle de la maîtrise. Le diamant de Songandi n'est donc plus l'élément central du récit. Ce qui compte désormais, c'est la possibilité pour le Burkina Faso de rester acteur de son propre devenir, au lieu de subir une dynamique imposée de l'extérieur. Lorsque certains habitants affirment que si cette richesse ne profite pas au peuple, elle ne vaut rien, ils résument l'enjeu en une phrase simple et décisive. La vraie question n'est plus celle de la valeur du sous-sol, mais celle de la valeur accordée au choix collectif. La découverte de Songandi dépasse désormais le cadre d'un dossier minier. Elle ouvre un débat plus large sur la manière dont une société choisit de transformer une richesse naturelle en stabilité, en justice et en développement partagé. Le Burkina Faso se trouve face à une occasion rare. Écrire un chapitre où les décisions collectives comptent autant que les diamants eux-mêmes, et où la gouvernance devient la véritable ressource stratégique. Dans cette dynamique, aucun rôle n'est secondaire. Les habitants des régions proches du volcan, les acteurs de la société civile, les jeunes en quête d'avenir, les entrepreneurs locaux et même les observateurs extérieurs participent, chacun à leur niveau, à la solidité de la trajectoire choisie. Soutenir la transparence, encourager le débat public, demander des règles claires et des contrats lisibles ne sont pas des gestes abstraits. Ce sont des leviers concrets pour orienter l'issue de cette séquence. La ligne méthodique défendue par Ibrahim Traoré ne pourra tenir que si elle s'inscrit dans une vigilance collective, capable de résister aux pressions comme aux promesses trop rapides. Songandi place le pays devant un choix historique, mais ce choix ne se joue pas en un jour. Alors, selon vous, quelle voie devrait être privilégiée pour que cette richesse devienne un facteur de cohésion durable plutôt qu'une source de fragilité future?